Voici donc trois études d'écriture et de langue méroïtique. Nous allons par ce petit chapitre auquel j'ai donné le nom de Les mains en l'air. En effet, vous voyez, je vais traiter d'un hiéroglyphe particulier qui représente un homme les mains en l'air. Mais beaucoup plus sérieusement, nous allons parler de la paléographie et des questions de cohérence du système graphique en méroïtique. Le temple du Lion à Naga, que vous voyez ici, est un des très beaux édifices bâtis par le roi Natakamani et sa mère, la Candace, c'est le titre que portent les mères des rois, à Manitore. C'est à peu près vers 60, aux alentours de 60 après Jésus-Christ, que fut bâti cet ensemble à Naga, puisqu'il comporte également une chapelle et un grand temple d'Amon, comme nous allons le voir. La Candace Amanitore est ici représentée, comme vous le voyez, à l'instar d'un roi, sinon qu'elle possède une allure bien féminine, contrairement à ce qu'on pourrait trouver par exemple comme une reine comme Hatshepsut qui se fait représenter donc en Égypte à la manière d'un homme. Les titres de la reine et son nom apparaissent, vous le voyez tout à fait en haut, face à son visage, en trois colonnes. De l'autre côté se trouve son fils, le roi Natakamani. Il n'y a pas beaucoup de temps que nous savons qu'il s'agit de son fils. C'est dans une réinterprétation que j'ai faite d'un graffito de Naga que ce lien familial a pu être établi. Donc de l'autre côté, le roi massacre de la même manière les ennemis de Couche. Et près de son visage également se trouve une inscription en trois colonnes donnant son nom et des bénédictions attirées sur lui pour le dieu Apédémaque, le dieu lion, auquel est dédié ce temple. Alors voici cette inscription, elle porte le numéro de REM 0003, c'est une des plus anciennement étudiée par Griffiths, d'où ce nom. Et malheureusement, comme vous le voyez, elle n'est conservée que sur le bloc du bas, le bloc du dessus qui était plus tendre, ayant été érodé. Alors il nous permet tout de même de voir que le signe de l'homme les bras en l'air est présent. Il s'agit du signe vocalique qui représente la voyelle I. Alors ce I, avec un homme les deux bras en l'air, est présent depuis la création sous le roi Tanéidamani de l'écriture hiéroglyphique méroïtique. Dans le nom de Tanéidamani, vous voyez d'ailleurs ici sur la gauche, deux hommes, les bras en l'air. Un petit peu plus tard, le prince Akinidad possède dans son nom deux I qui sont représentés de la même manière par des hommes, les deux bras en l'air. Et enfin, vraiment très peu de temps avant l'ère chrétienne, la Candace Amani Charretto, donc est représentée également, le nom est représenté avec un hiéroglyphe de l'homme les deux bras en l'air. Voyons maintenant le temple d'Amon du même site, toujours à Naga, toujours construit par les deux mêmes co-régents, la Candace Amanitore et son fils, le roi Natakamani. Alors nous y avons ici la première, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier grand corpus de textes hiéroglyphiques jamais inscrit dans un temple, hiéroglyphique méroïtique. À l'intérieur de cela, vous voyez effectivement des signes I, mais si vous observez bien, c'est notamment visible pour le quatrième d'entre eux, on voit qu'il n'y a qu'un seul bras qui se trouve levé. Et c'est l'équivalent sur tous les autres signes, y compris ceux qui sont symétriques sur la droite. À ce moment-là, ce n'est pas le même bras levé, mais c'est un seul bras seulement. Sur les abaques de la salle hypostyle du même temple d'Amon, à Naga, nous avons les trois noms figurés ensemble, et sur le même niveau d'ailleurs,
de la Candace, du roi et du prince Harika Khataror. Bien, si on regarde les signes I, on voit qu'effectivement, l'homme a un bras baissé et un levé. Et puis, si nous allons au fond de ce temple, nous y trouvons donc un reposoir de barque sacré, et sur ce reposoir de barque sacré sont inscrits les noms, noms de couronnement et noms de naissance du couple de Corégans, Natakamani et Aménitoré. Donc ici, il s'agit de leur nom de naissance, Natakamani et Aménitoré. Et comme vous voyez, le I euh, qui figure ici, hein, c'est le plus clair des deux, hein, euh, présente bien un homme avec ici le bras gauche levé. Alors voyons maintenant un temple qui a suivi, c'est probablement le règne suivant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le règne d'Amana-Ra-Kerema. Eh bien, dans les inscriptions de ce temple, qui vont bientôt être publiées, nous voyons le nom du roi Amana-Ra-Kerema et de l'autre côté, hein, donc des bénédictions demandées au Dieu pour lui, et sur lequel on voit très bien que le I est représenté par un homme avec un seul bras en l'air. Alors si ensuite on regarde sur les inscriptions hiéroglyphiques, elles ne sont pas très nombreuses, c'est un corpus qui représente à peine 10% de l'ensemble du corpus des inscriptions méroïtiques, le reste étant en cursive, eh bien nous voyons qu'après à partir du règne de Natakamani et ensuite, hein, donc l'homme a systématiquement un seul bras levé, hein. Les deux bras levés que vous voyez ici, c'est le temple du lion à Naga que nous avons vu tout à l'heure. Alors, ce sont tous les deux des signes égyptiens. Si nous regardons maintenant la liste des signes, par exemple chez Gardiner, dans la grammaire égyptienne de Gardiner, eh bien nous voyons qu'il existe le signe de l'homme avec un seul bras levé, hein, qu'on trouve notamment dans l'interjection I, hein, l'équivalent de O, en fait c'est l'équivalent du I méroïtique placé après, hein, vous savez qu'il s'agit de la manière de transcrire le vocatif. Et puis l'homme avec les deux bras levés, eh bien, on le retrouve notamment dans le mot kai, hein, qui signifie être élevé, exalté, hein. Bien, donc il s'agit dans les deux cas de signes hiéroglyphiques égyptiens existants, hein. En aucun cas il n'en a été créé, et je vous avais déjà dit dans le cours précédent qu'il s'agissait en fait ici d'une obligation, hein. Il est absolument nécessaire que les signes hiéroglyphiques soient des signes hiéroglyphiques égyptiens existants, même si en revanche leur valeur a peu d'importance, leur valeur phonétique en ce cas, hein. Alors tout simplement parce que les signes hiéroglyphiques sont des signes magiques et qu'il faut leur garder ce pouvoir magique. En passant de l'égyptien au méroïtique, on a déjà pris un gros risque. Un risque qui d'ailleurs n'est pas pris dans les chapelles funéraires, où jusqu'à la fin on continuera à inscrire les textes funéraires. Il faut bien dire d'ailleurs que ce sont la plupart du temps des emprunts au grand recueil de textes funéraires qui était le livre des morts, le livre des sarcophages, éventuellement parfois le livre des pyramides, hein. Mais effectivement, lorsque dans les temples on adopta l'écriture hiéroglyphique méroïtique, on prit bien garde que les signes soient des signes existants dans le répertoire égyptien. Alors donc on voit qu'entre le temple du lion et le temple d'Amon, eh bien, on a changé le signe tout simplement, probablement, de la cursive. Puisque vous voyez qu'en cursive, cette sorte de 4 désigne le I, et la cursive, nous le savons, a précédé d'une centaine d'années environ l'apparition pardon, la cursive a précédé d'une centaine d'années l'apparition des hiéroglyphes. Donc en fait, ici, contrairement à ce qui s'est passé en Égypte, les hiéroglyphes ont été formés sur la cursive.
Bien, dans un premier temps, on avait utilisé l'homme, les deux bras levés, et puis par la suite, pour se rapprocher de la cursive, eh bien, on a baissé le bras d'un des hommes. Alors cela est intéressant, bien entendu, dans la mesure où nous avons ici un élément important au niveau de la chronologie. Nous savons que c'est pendant le règne de Natakamani et Amanitore que s'est produit cette modification, puisque tous les textes qui précèdent, nous l'avons vu, présentent l'homme avec les deux bras levés, et tous les textes qui suivent, qui datent du temple d'Amon, qui suivent les temples d'Amon, ils sont plusieurs, bâtis par Natakamani et Amanitore, en revanche, présentent l'hiéroglyphe avec un seul bras levé. Alors, effectivement, ce n'est pas le seul exemple. Nous avons aussi celui de la cursive. Dans la cursive, pardon, non pas dans la cursive, excusez-moi, dans l'hiéroglyphe D. Hein. Donc le D dans les inscriptions du roi Taneyi Damani, qui sont les plus anciennes inscriptions hiéroglyphiques existantes, est représenté simplement par un œil. Alors, il y a une raison à ça qui serait trop complexe d'exposer ici. Et en revanche, on voit que quelques années plus tard, eh bien, l'œil est devenu en fait l'œil d'Horus, hein, c'est-à-dire un œil moitié humain, moitié de faucon, qui présente ce qu'on appelle la moustache caractéristique de l'œil de faucon. Et bien, cette moustache, en fait, permet de faire ressembler le signe hiéroglyphique. Et donc on obtient ce fameux œil Uja, œil de protection, qui présente donc la moustache du faucon, et puis cette curieuse spirale, qui peut être aussi d'ailleurs, qui a peut-être rapport avec la moustache de certaines espèces endémiques de faucons, qui se développent sur deux endroits de l'œil, en dessous de l'œil. Alors évidemment, ceci, nous pouvons l'appliquer, cette découverte que nous venons de faire, nous pouvons l'appliquer à la chronologie des temples durant le règne de Natakamani et Amanitore. Nous savons par exemple, puisque leur nom est inscrit sur les blocs, que ces blocs qui viennent donc du kiosque, la chapelle intérieure, la chapelle reposoire de la barque, que Natakamani et Amanitore ont fait ériger devant le temple d'Amon de Méroé. Ils ont donc fait ériger une cour cérémonielle comprenant ce kiosque. Les blocs du kiosque sont connus, répertoriés. Hein, celui-ci vient donc de l'University College of London, donc le musée, le Petrie Museum. Et nous pouvons voir qu'ici, le signe qui se trouve sur la colonne de gauche totalement en bas, qui est à moitié détruit, il s'agit bien entendu du bonhomme avec les deux bras levés dans un mot malawi qui signifie la santé. Donc nous savons maintenant, grâce à cela, que la construction de cette partie-là du temple, du grand temple d'Amon à Méroé par Natakamani et Amanitore s'est faite plutôt au début du règne, en même temps ou un tout petit peu auparavant, en même temps que la construction du temple du Lion à Méroé. Mais en revanche, il ne date pas de la deuxième partie du règne, où les temples d'Amon ont été construits et présentent tous ce fameux personnage du I avec un seul des bras levés. Alors, je dois ouvrir ici une parenthèse pour que les choses soient bien claires à propos du système, donc du système graphique méroïtique. Donc c'est une écriture qui n'est pas alphabétique comme on l'a longtemps cru, mais alphasyllabaire. Alors des alphasyllabaires, il en existe un certain nombre dans le monde, le plus connu étant le syllabaire éthiopien, hein. Et puis bien entendu tous les alphasyllabaires indiens, en commençant par la Devanagari, et puis toutes les écritures qui en sont dérivées jusqu'au birman et au thaï. Alors ces alphasyllabaires ont une particularité, ce ne sont pas vraiment des alphabets. L'unité est vraiment la syllabe,
comme d'ailleurs dans les purs syllabaires qui, eux, présentent un signe pour chaque syllabe différente. Ici, ce n'est pas le cas, hein. Ce n'est donc pas le mot, comme dans les systèmes logographiques, ce n'est pas la consonne, comme dans les abjads, ainsi que l'écriture de l'hébreu ou de l'arabe, et ce n'est pas le phonème, comme dans les systèmes alphabétiques, c'est-à-dire aussi bien consonne que voyelle. Et il y a donc deux catégories de signes. D'une part des signes syllabiques et d'autre part des modificateurs vocaliques. Donc les signes syllabiques représentent toujours la consonne suivie d'une voyelle inhérente. En méroïtique, c'est A. Pour les syllabes autres que consonne plus A, eh bien, il va falloir modifier ce A et on le fait en ajoutant un modificateur de voyelle. Ici, le modificateur qui nous intéresse, c'est le modificateur I, bien sûr. Donc en méroïtique, ce modificateur vocalique, c'est un signe distinct qui est ajouté à gauche, puisque en cursive, l'écriture se développe de droite à gauche, comme s'il s'agissait de n'importe quel signe syllabique. Donc si je prends le signe K, hein, donc c'est un signe syllabique avec une voyelle inhérente A, hein. Alors on transcrit la plupart du temps K tout simplement, mais c'est une transcription purement artificielle. Sa lecture, c'est K avec un A. Et si je veux changer le timbre de la voyelle, eh bien j'ajoute un modificateur, le petit bonhomme le bras en l'air pour le I, une tête de bovin pour le OU, et pour le une plume d'autruche. Alors, si on regarde bien quelles sont les conventions donc, des études méroïtiques, eh bien, si je prends le groupe M plus K en cursive, en hiéroglyphe, donc la chouette suivie, puisque là nous sommes de droite à gauche, du canard, hein, en translittération, je vais transcrire simplement MK. M pour la chouette et K pour le canard. Mais c'est purement conventionnel, hein. La valeur phonétique était vraiment Maka, hein. C'était prononcé Maka, hein. Du moins s'il n'y a pas de modificateur vocalique. Je ferme la parenthèse. Donc du coup, il faut voir qu'il y a une deuxième caractéristique qui oppose les inscriptions du temple du lion et du temple d'Amon. Si je prends le nom du roi Natakamani, je m'aperçois que le signe de base N et le modificateur vocalique I sont séparés. Ils sont chacun à une ligne différente. Alors que si l'on regarde le nom de Natakamani dans le temple d'Amon, ici en l'occurrence c'est sur le reposoir de Barque, eh bien, le N et le I sont représentés sur, sur la même ligne, hein. Tout d'abord, le signe, nous sommes toujours de droite à gauche, hein, ici. Le signe N, représenté par deux lignes de vague, hein, et puis le bonhomme avec le seul bras en l'air, comme nous l'avions vu précédemment. Donc en fait, ici, le modificateur vocalique est placé sous la subordination du signe de base, ce qui est normal dans un alphabet, dans un système alphasyllabique. D'ailleurs, dans plusieurs de ces systèmes, le modificateur vocalique est juste une sorte de petit signe diacritique qui vient se placer, par exemple, au milieu du signe ou sur le signe dans l'alphabet éthiopien, ou tout autour du signe, hein, en haut, en bas, à droite, à gauche, pour la Devanagari indienne. Donc ceci nous montre que on a eu vraiment, durant le règne de Natakamani et Amanitore, une réforme orthographique qui sera bien appliquée et qui désormais ne changera pas. À partir de la construction du temple d'Amon, la hiérarchie entre les deux types de signes est systématiquement, donc les deux types de signes, signe de base et modificateur vocalique, elle est systématiquement marquée par l'inclusion du modificateur vocalique dans le même cadre dans l'écriture méroïtique en colonne. Donc le cadran, je vous rappelle, c'est le carré de base des signes hiéroglyphiques en égyptien, mais il est semblable dans la mesure du possible en méroïtique. On va inclure dans le même cadran le signe de base et son modificateur.
Alors ça marche aussi d'ailleurs avec le nom d'Amanitore, hein. Vous voyez qu'ici le N et le I se suivent dans l'inscription du Temple du Lion, alors que sur le reposoir de Barque et sur les autres textes du Temple du Lion, eh bien, on trouve dans le même cadre le N, hein, le signe de base, Na en fait, à la base, et puis le modificateur vocalique I qui change le timbre du signe de base Na.